Je me souviens d'une après-midi pluvieuse où j'étais assis dans mon bureau, entouré de livres et de silence. Extérieurement, j'étais seul, personne d'autre dans la pièce. Pourtant, je ne me sentais pas seul. Mon esprit était actif, engagé dans un dialogue avec les penseurs du passé. Ce paradoxe m'a toujours fasciné. Comment se fait-il que nous puissions nous sentir désespérément vides au milieu d'une foule ou profondément connectés dans l'isolement le plus complet? C'est le cœur de notre discussion aujourd'hui, l'écart abyssal entre l'état d'être seul et l'expérience de se sentir seul. Chers amis, bonjour et bienvenue dans cet espace de réflexion. Si vous appréciez ces explorations de l'âme humaine, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Je vous souhaite sincèrement santé, paix intérieure et beaucoup de joie dans votre cheminement. Dites-moi en commentaire, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Votre présence est précieuse. Nous sommes, sans conteste, les êtres les plus connectés que l'histoire ait jamais portés. Chaque poche recèle un portail vers des milliards de vies, un flux incessant d'informations, d'images et de récits qui devrait, en théorie, nous envelopper d'une chaude couverture de communauté. Pourtant, demandez autour de vous. Le sentiment dominant n'est pas l'euphorie de la communauté universelle, mais plutôt une solitude lancinante, une angoisse existentielle que nous cherchons désespérément à masquer. C'est le grand paradoxe de notre modernité. La saturation numérique a créé une pénurie d'appartenance authentique. Nous subissons une véritable épidémie de manque d'appartenance, non pas parce que nous sommes physiquement isolés, mais parce que nous avons collectivement succombé à l'illusion de la connexion. L'illusion opère ainsi, nous confondons la présence médiatisée avec l'intimité. Nous prenons l'acte de défiler pour l'acte d'interagir. Je pense à Marc. Marc est un ami qui, il y a quelques mois encore, passait ses soirées dans un rituel hypnotique. Assis seul dans son appartement, le visage éclairé par la lumière bleue de son téléphone, il défilait. Il regardait les photos des dîners auxquels il n'était pas, lisait les opinions des gens qu'il connaissait à peine et absorbait le bruit de fond constant de l'existence de ses pairs. Il croyait sincèrement qu'en restant ainsi en contact permanent avec le réseau, il nourrissait ses liens. Il s'accrochait à la chimère d'une connexion maintenue. En réalité, Marc ne faisait qu'effleurer la surface, recueillir des miettes d'attention, s'assurer que le monde existait encore en son absence. Il était en compagnie de tous, mais sans échange réel avec quiconque. La psychologie sociale est catégorique. Ce qui nourrit l'âme et consolide notre bien-être émotionnel, ce n'est pas la quantité de présence humaine, ni le nombre de validations numériques. C'est la qualité de l'échange authentique. La véritable connexion exige de la profondeur. Elle demande de la vulnérabilité, un espace où le masque tombe, où l'on est non seulement vu, mais aussi reconnu dans notre complexité, nos faiblesses et nos espoirs. Les plateformes modernes nous offrent la fréquence sans jamais nous donner la profondeur. Elles nous donnent le divertissement sans nous accorder la reconnaissance mutuelle. Il est impératif de faire la distinction entre l'état d'être seul et le sentiment d'être seul. La solitude, au sens strict, est un lieu neutre, un simple état physique. Les philosophes, notamment les stoïciens, ont insisté sur ce point il y a 2 millénaires. La solitude n'est ni une punition, ni une récompense en soi. Elle n'est rien d'autre qu'un miroir. C'est la qualité de notre dialogue intérieur, et non l'absence d'autrui, qui détermine si cet espace est une prison ou un sanctuaire. Si nous y entrons avec un esprit en paix, aligné avec ses valeurs, la solitude devient un refuge, un terrain fertile pour l'introspection. Mais si nous y apportons le chaos de nos peurs et le bruit de nos jugements, elle se mue instantanément en une cellule d'isolement. Mais alors, que cherchons-nous à fuir lorsque nous nous précipitons vers ces distractions superficielles? Nous fuyons le vide, non pas le vide de l'absence physique des autres, mais le vide créé par l'absence de soi. C'est cette douleur sourde et tenace que nous cherchons à anesthésier. Ce que nous ressentons est plus profond qu'un simple ennui passager. C'est une sensation d'érosion de l'âme, le sentiment que notre essence même est en train de s'effriter, faute d'être nourrie par un sens profond et une conversation honnête avec soi-même. Face à cette érosion, nous cherchons des pansements sur des plaies spirituelles. Nous remplaçons l'introspection par le divertissement, la connexion profonde par le flux incessant d'informations éphémères.
La fonction première de ces distractions n'est pas de nous connecter au monde, mais de nous déconnecter de nous-mêmes, de nous fournir des murs sonores contre l'écho de notre propre intériorité. Nous utilisons ces outils numériques pour ériger des barrières solides contre le silence, car le silence nous force à nous confronter à ce que nous avons soigneusement évité, l'état de notre propre dialogue intérieur. Et c'est précisément dans cet espace, dans la rencontre difficile avec notre propre solitude, que commence la transformation. Notre tâche n'est pas de combler le vide, mais de redéfinir ce que signifie être seul, en passant de l'isolement subi à la solitude choisie. Nous avons établi que le sentiment de solitude, cette douleur sourde et persistante que nous cherchons souvent à masquer par la distraction ou la surconnexion, n'est pas fondamentalement un manque de l'autre, mais un signal d'alarme interne. C'est l'indicateur d'une déconnexion profonde avec soi-même. L'introspection, cependant, n'est jamais suffisante en soi. Elle doit toujours être le prélude d'une action délibérée. Si le diagnostic révèle un déficit de présence intérieure, alors le remède réside dans la construction méthodique de notre autosuffisance émotionnelle. Nous devons cesser de considérer l'autre comme notre béquille ou comme le mur porteur de notre équilibre psychologique. L'objectif n'est pas de devenir un ermite, coupé du monde, mais de devenir complet. La complétude est l'état dans lequel la présence des autres devient un enrichissement exquis et joyeux, et non une nécessité vitale, une obligation structurelle pour ne pas s'effondrer. C'est là que réside la vraie différence entre la solitude subie et la solitude choisie, la souveraineté. Pour atteindre cette souveraineté, nous devons nous atteler à cultiver ce que les sages appellent le jardin intérieur. Imaginez un instant. Nous passons des décennies à entretenir nos relations sociales, à répondre aux courriels, à soigner nos apparences publiques, à nous adapter aux attentes des autres. Mais combien de temps investissons-nous réellement dans la qualité de notre propre compagnie ? Le jardin intérieur, c'est l'espace de notre conscience, le lieu où nos valeurs, nos passions et notre paix trouvent leur source. Si ce jardin est laissé à l'abandon, envahi par les mauvaises herbes du jugement et de la peur, nous cherchons naturellement à fuir son inconfort pour nous réfugier dans les paysages plus accueillants des vies d'autrui. L'autosuffisance émotionnelle est donc l'art d'aménager cet espace pour qu'il devienne l'endroit le plus désirable où nous puissions nous trouver. Nous pouvons aborder la solitude choisie, non pas comme une absence, mais comme un entraînement. C'est la leçon que nous a laissée Marc Aurèle. Pour l'empereur philosophe, la citadelle intérieure était le seul refuge contre le chaos du monde extérieur. Mais une citadelle ne se construit pas en un jour, elle s'entretient par un exercice stoïque régulier. Nous devons apprendre à considérer ces moments où nous sommes coupés du flux social comme le gymnase de l'âme, le lieu où l'on renforce nos muscles psychologiques. Il ne s'agit plus de tuer le temps sans l'autre, mais de transformer ce temps en un véritable laboratoire de l'être. Dans ce laboratoire, deux expériences cruciales doivent être menées simultanément. La première est la redécouverte et le développement de nos passions profondes. Le monde moderne nous vend des distractions faciles, les hobbies superficiels qui servent d'échappatoire rapide. Mais la passion véritable est différente. Elle est l'activité qui nous absorbe tellement que le besoin de validation externe s'évanouit. Lorsque vous êtes plongé dans une création, une étude ou un apprentissage qui résonne avec l'essence de qui vous êtes, vous ne cherchez plus à combler un vide, vous êtes rempli. C'est l'énergie interne qui ne dépend d'aucun vase communicant extérieur pour exister. En développant cette source d'enthousiasme, nous construisons une architecture intérieure solide. Nous devenons intéressants à nos propres yeux. Et quand nous sommes intéressants à nos propres yeux, nous ne craignons plus l'ennui ou l'abandon, car nous portons notre propre moteur. La deuxième expérience, et c'est souvent la plus ardue, est la confrontation non jugeante avec notre propre esprit. Lorsque nous sommes seuls, sans l'écran de nos téléphones, sans la voix de nos amis, nous sommes confrontés au flux incessant de nos pensées. Les ruminations, les regrets, les anxiétés et surtout la critique intérieure. C'est la raison principale pour laquelle tant de gens fuient la solitude, la peur panique de devoir faire face à leur propre bruit intérieur. Nous avons été conditionnés à percevoir le silence comme un manque, alors qu'il est le terreau de la vérité. Pour transformer ce bruit en information utile, nous utilisons l'outil fondamental de la pleine conscience. La pleine conscience n'est pas un état de béatitude passive,
C'est un travail actif d'observation. Il s'agit de s'asseoir dans le silence, non pas pour arrêter les pensées, ce qui est impossible, mais pour les observer comme des nuages qui passent. Nous devenons l'observateur impassible du théâtre intérieur. Nous reconnaissons la peur, la tristesse, l'agitation, sans nous y identifier. Prenons l'exemple de la peur de l'avenir. Dans la solitude subie, cette peur nous submerge et nous incite à appeler un ami pour nous rassurer immédiatement. Dans le laboratoire de l'être, nous nous disons « Je vois que la peur de l'avenir est présente. Je reconnais cette sensation physique dans ma poitrine. Je ne suis pas cette peur, je suis celui qui l'observe. » En créant cette distance cognitive, nous retirons le pouvoir réactif de l'émotion. Nous apprenons que les pensées ne sont que des événements mentaux et non la réalité elle-même. Cette pratique régulière ancre la conviction que, quelles que soient les tempêtes qui traversent notre esprit, nous possédons la stabilité nécessaire pour rester debout. Ce processus est ce qui nous rend fondamentalement complets. Et la complétude modifie radicalement notre rapport aux autres. Si vous êtes une tasse vide, vous avez besoin que l'autre vienne vous remplir. Si vous êtes une tasse pleine, vous pouvez partager votre surplus sans vous vider. Et l'eau nouvelle que vous recevez de l'autre est un débordement, un luxe, non une nécessité. La personne émotionnellement autonome ne cherche pas l'autre pour se sentir aimée, mais pour aimer. Elle ne cherche pas l'autre pour valider son existence, mais pour célébrer l'existence. La solitude cesse alors d'être un état de manque à penser pour devenir une source de force inépuisable, le lieu de notre régénération. Nous passons de la dépendance, où la présence de l'autre dicte notre humeur, à l'interdépendance saine, où nous nous rencontrons en tant qu'individus entiers et responsables. La solitude devient ainsi non seulement un choix souverain, mais la preuve tangible de notre liberté psychologique. C'est la différence invisible, mais cruciale, entre le simple fait d'être seul et la sensation blessante d'être seul. L'un est un état choisi, l'autre une blessure à guérir. Et la guérison commence toujours à l'intérieur. Souvenez-vous que le véritable voyage n'est pas de trouver quelqu'un pour combler votre vide, mais de devenir si riche intérieurement que votre solitude est un cadeau que vous offrez au monde, et non un fardeau que vous lui imposez.